Caroline, vous êtes l'auteur de Imposture interculturelle, paru dans la collection Logique sociale. Donc pourquoi des impostures? Alors, ça fait depuis pas mal d'années que je travaille sur le concept d'interculturel. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des ans qu'on utilise le terme un peu pour dire tout et rien. Et qu'en recherche notamment, on l'a utilisé pour remplacer parfois d'autres termes problématiques comme culture, voire race, voire ethnicité. Et donc les définitions sont nombreuses dans la littérature et cela pose problème car les chercheurs ne peuvent pas toujours parler entre eux. C'est-à-dire que comme nous avons des compréhensions assez différentes du concept, ce qui est normal en recherche, mais quand les compréhensions sont très différentes, ça pose des problèmes de dialogue. Donc voilà, je voulais écrire ce livre simplement pour souligner qu'il y a certains phénomènes que je nomme un peu par provocation des impostures. Donc vous dites qu'il y en a notamment dans les discours et usages officiels. Oui. Alors, et là je fais référence notamment à l'Union européenne et au Conseil de l'Europe. Donc ce sont en fait les institutions qui ont lancé le terme interculturel dans les années 70, notamment en Europe, car il y a eu un certain nombre d'immigrés qui sont arrivés après la décolonisation et on a voulu créer ce qu'on appelait à l'époque une éducation interculturelle. Et on l'utilise encore à présent. Et ce qui est assez gênant, c'est qu'on l'utilise d'une manière assez vide. C'est-à-dire qu'on dit interculturel, en bref, pour dire l'étranger, pour dire les rapports avec l'autre. Et en fait, quand on regarde, par exemple, ce qui se fait aux États-Unis dans le domaine qui s'appelle le multiculturel, alors aujourd'hui, je pense que la dichotomie multiculturel-interculturel n'a pas véritablement de valeur, puisque notamment au niveau de la recherche, on dit plus ou moins les mêmes choses. Et donc, dans les politiques multiculturelles, que ce soit au Canada, aux États-Unis, mais aussi dans certains pays asiatiques, le culturel, ce n'est pas celui qui a traversé une frontière uniquement, mais c'est aussi la diversité au sein des espaces nationaux. Diversité telle que diversité de sexe, d'identité religieuse, diversité de classe sociale, etc., etc. Donc, quand on dit interculturel, par exemple au Conseil de l'Europe ou à l'Union européenne, on fait référence uniquement à l'aspect culture et surtout culture nationale, ce qui est assez gênant en 2012 ou même depuis le début de ce qu'on appelle la globalisation accélérée, depuis, disons, les années 70, on ne peut pas vraiment donner une date comme ça, et ça pose problème parce que nous vivons dans des mondes métis, dans des mondes qui se mélangent, dans des mondes qui sont en interaction en permanence, et donc essayer de trouver des éléments qui définissent des cultures nationales, on pourra en trouver sans aucun problème, mais elles seront artificielles, parce qu'on sait très bien que c'est dans l'interaction que justement l'interculturel se crée. Dans interculturel, il y a bien le préfixe inter qui fait référence à l'interaction, c'est-à-dire ce que les gens créent quand ils communiquent ensemble. Donc, quel est votre parcours et dans ce parcours, quels ont été les cas où vous avez été confronté à cette confusion autour de la notion d'interculturel? Alors, c'est une confusion que je rencontre au quotidien. Pourquoi? Je suis né en France, d'une famille européenne, disons, et j'ai vécu dans de nombreux pays. En Angleterre, où j'ai fait une partie de mes études, à Hong Kong, en Islande, en Suède et en Finlande, donc depuis 17 ans. Donc je travaille là-bas depuis 17 ans. J'ai travaillé tout d'abord dans un département de linguistique à l'université de Turku, et depuis quelques mois je suis professeur en éducation multiculturelle, alors ce qui est assez gênant parce que j'ai toujours parlé d'interculturel dans mes recherches et maintenant je suis professeur en éducation multiculturelle. Et donc j'ai toujours été dans des situations d'étrangeté, que ce soit en France, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, et maintenant, quand je reviens pour des colloques et des conférences, en Finlande, même si je vis là-bas depuis près de 20 ans,
Et partout où je voyage, je n'ai jamais, par exemple, la bonne identité. Alors, cette identité, elle est marquée souvent par ma façon de m'exprimer dans les langues que je parle. Donc, je parle le français, l'anglais, l'allemand, un peu d'islandais, le suédois et le finnois. Et donc, dans toutes ces langues que je parle, je n'ai pas un accent de ce qu'on pourrait dire natif. Et donc, quand je rencontre les gens pour la première fois et qu'ils me posent la question « D'où venez-vous ?», c'est assez problématique parce qu'il faut que je choisisse, c'est-à-dire qu'il faut que je me positionne dans les multiples identités que j'ai. Et par exemple, il y a 2 semaines, pour vous dire que c'est vraiment des impostures que je vis en permanence, et je ne suis pas le seul, il y a 2 semaines, j'étais à un dîner en Italie, et une collègue spécialiste, soi-disant, de l'interculturel, m'a fait passer un entretien comme on ferait passer, par exemple, quand vous traversez une frontière ou quand vous avez des problèmes avec la police. Et pendant une demi-heure, elle a insisté à ce que je mette mon identité au singulier sur la table. Et j'essayais de lui expliquer que je ne peux pas mettre une identité singulière sur la table puisque j'ai ce passé qui est multiple. Et en fait, je ne suis pas le seul. Quand vous regardez autour de vous, même en Finlande, vous savez, on dit souvent que la Finlande est un pays homogène, qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrés, etc. Mais les gens ont quand même des origines complexes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient émotionnelles, etc., etc. Donc, la question « d'où venez-vous » apporte souvent justement, mène souvent à des impostures interculturelles. Évidemment, c'est une question qui est nécessaire. On a besoin de se positionner, on a besoin de se demander d'où on vient, mais une des impostures que je critique dans mes travaux, c'est celle de vouloir imposer une identité, une origine unique aux personnes que l'on rencontre. Et pour moi, ça, c'est pas de l'interculturel, pour moi, ça, c'est du monoculturalisme, ou alors, voire dans certains cas même du racisme, parce qu'il faut du racisme, pas dans le sens qu'on l'entendait il y a 20 ans, mais peut-être dans le sens de ce que Étienne Balibar appelle le racisme sans race. C'est-à-dire qu'on va passer par les nationalités ou les cultures pour former des sortes de hiérarchies entre nous et eux. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Par exemple, comment les chercheurs eux-mêmes, en opérant des classifications culturelles par rapport aux participants de leurs études, comment eux-mêmes, en fait, contribuent peut-être à donner des images qui peuvent être parfois négatives ou trop positives de certaines appartenances nationales, culturelles, ethniques, etc. Merci Fred Dervin. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur du livre Les identités des couples interculturels, en finir vraiment avec la culture, et de Anthropologie de l'interculturalité, paru en 2011 aux éditions L'Harmattan. Merci.